Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, bien oui, vous êtes avec nous dans notre nouveau studio de Tel Aviv et on commence avec une Aliyah Story importante, intéressante, puisque c'est celle de notre amie Solange Repelski. Bonjour Solange. Bonjour. Alors vous êtes médecin dermatologue depuis 30 ans, enfin pendant 30 ans à Paris. Oui. Voilà. Et puis, vous avez décidé de faire votre Aliyah. On va voir pourquoi, bientôt, tout de suite même. Et finalement, vous recommencez tout à zéro, alors que vous aviez prévu de ne pas retravailler. C'est plus fort que vous. Bah oui, c'est plus fort que moi et je crois que la médecine, ça vous poursuit toute la vie. Hein. Alors, pourquoi avoir décidé, alors que vous étiez très bien installé à Paris, vous étiez dans le 7e, vous avez un cabinet qui marchait, de venir en Israël ? On a voulu faire une vita nova, une vraie vie nouvelle et il n'y avait qu'un pays qui se présentait, c'était Israël. Mon mari a toujours voulu vivre en Israël, donc on s'est dit... Depuis qu'il était jeune, mais il n'avait pas réalisé ce rêve ? Il n'avait pas réalisé son rêve à cause de moi. Vous ne vouliez pas venir ? C'est-à-dire que quand je l'ai connu, je commençais à être médecin, je commençais à faire ma vie en France et... Ça paraissait compliqué de venir ici. Ça me paraissait très compliqué, voilà. Ok. Bon, finalement, vous avez cédé. Finalement, j'ai cédé pas à contre-cœur, au contraire. Hein. Vous étiez contente de venir ? J'étais très contente de venir. Je dis, ça a été une révélation pour moi. Israël ? Israël, oui. C'est vrai ? Pourquoi ? Ouais. Parce que, si vous voulez, c'est un pays qui est tellement différent de la France, tellement énergique, tellement où les gens ne passent pas leur temps à se plaindre, où ils sont heureux de n'importe quoi, parce qu'ils ont des épées de Damoclès sur la tête et ils s'apprécient chaque moment que on ne peut que être heureux ici. Ok, alors vous avez choisi Tel Aviv pour vivre. Pourquoi Tel Aviv ? Parce que j'ai toujours vécu dans une capitale et que... Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas la capitale. Certes, c'est peut-être pas la capitale, mais disons que c'est la ville la plus développée. D'accord, voilà. Ok. Donc je voulais une ville où il y avait... un peu tout. Un peu tout, le plus, c'était quand même la plage. Ok. Bien que je passe pas mon temps à la plage, j'y vais même très peu, mais je sais qu'il y a la mer et... Ça aussi, c'est un très grand attrait pour moi. Alors, comment se passe votre première année ? Parce que vous arrivez, vous ne parlez pas l'hébreu, donc vous avez tout à réapprendre, vous ne connaissez pas non plus les codes de la société israélienne. Comment ça se passe pour vous ? Alors, on arrive, comme je vous l'ai dit, en hiver. J'avoue qu'on a eu un petit choc parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la nuit tombe si tôt. Plus, il faisait très froid ce jour-là. On avait un appartement qu'on avait loué où il y avait presque rien. Pas de chauffage. Pas de chauffage. Et très vite, on a réalisé que quand on se levait le matin, on avait des petits oiseaux à la fenêtre, on sortait, on était libre déjà nous de toute notre vie passée. Vous avez tous les deux beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé et que donc on était comme deux adolescents, je dirais. C'est ça, c'est les retrouvailles aussi, d'un point de vue personnel. Voilà, c'est les retrouvailles des deux. On se retrouve 24 heures sur 24 avec son mari ? Oui, bon, ça, sans commentaire. Mais au début, c'est très agréable. Oui. Non, mais c'est vrai, mais vous n'êtes pas la seule. Il y en a pour beaucoup, ça se passe souvent comme ça. La première année, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. On ne sait pas si on va retravailler. Il y a l'Ulpan, etc. Quel a été pour vous le moment où vous avez décidé finalement de reprendre votre activité professionnelle ? Donc, la première année, on avait décidé de ne pas bouger. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ? On avait décidé de rester en Israël. Bon, on se promenait en Israël, on allait voir notre famille, nos amis. David. On avait décidé de s'imprégner complètement du pays parce que on avait peur que si on fait beaucoup d'allers-retours, on n'arrive pas à vraiment s'intégrer dans la ville. Donc on ne sort pas du pays la première année. On sort pas, on est très très peu sortis. Okay. Et donc au bout de 3 mois de promenade, de marche, découverte de course, de découverte de la ville, d'adaptation à la vie israélienne, c'est-à-dire de savoir où acheter quoi et comment. On s'est posé la question. Et mon mari a dit, bon, moi, je vais retourner à l'université. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit, retourner à l'université pour son plaisir, bien évidemment. Pour son plaisir, oui, pour son plaisir. Okay. Et donc, j'ai décidé de recommencer la médecine.
Alors, pourtant, avant de partir, c'était pas du tout à votre programme. Donc, Ah non. Vous aviez pas forcément préparé vos équivalences, etc., etc. Ah non, mon mari les avait préparés En douce. En douce. Moi, j'avais rien préparé du tout et surtout, j'avais l'intention de ne plus travailler. Mais il se trouve que moi, j'appartiens à une famille médicale. Et par exemple, mon frère, qui est toujours en France, me disait, mais c'est pas possible, là. C'est pas possible que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pas, c'est pas possible, parce que lui, il ne peut pas s'arrêter. Donc, il voulait parler pour vous. Voilà, il parlait pour lui. Donc, et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que ça faisait partie intégrante de ma vie, que la médecine, c'était aussi pas mon hobby, mais enfin une partie de plaisir pour moi aussi, même si ça a l'air d'être un métier, mais c'est aussi un contact avec des patients, aider les gens. Alors, je ne sais pas faire d'humanitaire, je ne sais pas tout ça, mais je sais faire de la médecine et j'essaie d'aider mes patients le maximum. Donc, vous aviez fait l'Ulpan lorsque vous aviez pris la décision de reprendre ou pas encore? Non, pas du tout. J'avais aussi décidé, quand je suis arrivée, de prendre du bon temps. J'avais décidé de ne rien faire, de m'occuper de choses dont j'avais jamais eu le temps, de lire, de dormir, de ne pas. Et j'avais décidé aussi de ne pas apprendre l'hébreu immédiatement. Ah, vous aviez décidé de ne pas. Pas immédiatement. J'avais dit quand j'aurais le temps, quand j'aurais envie. Bon, mais là, le désir de refaire de la médecine se pointant, voilà. Vous avez dû aller à l'Ulpan. J'ai pas été à l'Ulpan parce que dans un premier temps, j'ai plutôt pris un professeur à la maison. D'accord. Un professeur de l'Ulpan d'ailleurs, qui m'a fait des cours privés. Des cours privés intensifs. Ça a marché ou pas? Ça a marché et pas. Parce que ça a marché, c'est-à-dire qu'il y a des choses que quand même, si elle m'écoute, elle sera très mécontente si je dis que ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un cours privé, le professeur se met à votre portée. Tandis que quand vous êtes dans un cours collectif, vous ne comptez pas. Vous devez suivre avec il faut suivre groupe. Et donc avancer beaucoup plus vite. Alors, combien de temps ça a duré ces cours privés? 6 mois. 6 mois quand même. 6 mois où j'ai... Bon, alors c'est vrai que disons que j'ai fait comme une session d'Ulpalm. Ok. Et voilà. Alors, fort de ça, vous vous êtes présentée à l'hôpital. Voilà, fort de ça, une fois que j'ai eu tous mes équivalences, j'avais l'obligation de faire un stage de 3 mois. Je me suis donc présentée à l'hôpital et demandé un stage. Alors, on parliez... non, pas tout à fait, mais disons que vous ne parliez pas l'hébreu, donc c'était pas simple. Comment vous avez fait pour faire cette demande de stage? Donc, on m'a dit, il faut apprendre l'hébreu. Il m'a commencé à me parler en hébreu. Enfin, j'avais de la chance d'avoir affaire à un francophone. Mais ça, c'est important de le préciser. On peut même donner son nom parce que je crois qu'il vous a beaucoup aidé. Voilà, le professeur Sprecher, qui est... Très bon dermatologue. Très bon dermatologue à l'hôpital Echilov. Alors lui, vous a tendu la main quand même. Il m'a tendu la main, oui. Il m'a tendu la main, il m'a dit apprends l'hébreu et tu reviens. Au bout d'1 mois et demi, j'ai craqué, je suis revenue sans savoir l'hébreu vraiment. Vous étiez retournée encore en cours privé? Vous aviez été Je continuais toujours mes cours privés parce que c'était l'été, c'était compliqué pour trouver une session qui commençait en fait. Donc vous revenez vers lui et vous lui dites voilà, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai besoin de travailler. Et là, il m'a accepté. Et je suis retournée à l'hôpital avec les jeunes internes. Je travaillais avec les jeunes internes. Alors c'était un choc, j'imagine, pour vous. C'était un choc, oui. Pourquoi? C'était un choc parce que d'abord, je voyais le décalage qu'ils avaient avec les internes des autres pays, enfin de la France en l'occurrence. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus âgés? Parce qu'ils sont plus âgés et qu'ils ont beaucoup plus de travail, beaucoup plus de responsabilités, souvent ils sont chargés de famille. Ils sont obligés de faire beaucoup de gardes pour pouvoir nourrir leur famille. Ça veut dire qu'il y a un décalage par rapport à la maturité des médecins, enfin des internes médecins. Ils sont beaucoup plus matures. Ouais. Ils sont beaucoup plus matures. Ils sont beaucoup plus conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir. Ils sont plus reconnaissants. Ils sont plus reconnaissants, beaucoup plus reconnaissants. Ils acceptent, si vous voulez, de travailler réellement. Très intensivement. Ouais, c'est ça. En préparant l'émission, vous m'avez dit, j'étais choquée par le fait de leur implication et de la masse de travail qu'ils abattaient. Oui, de la masse de travail, mais ils ne rechignent pas. Ils rentrent chez eux à pas d'heure et ils ne rechignent pas parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ils seront médecins, ils gagneront bien leur vie. Ils doivent beaucoup travailler pour bien gagner leur vie, mais...
Ils sont courageux par rapport aux internes français. Courageux. Ils sont très courageux. Ils sont vraiment. Je suis émerveillée de leur façon de faire et de ne pas se plaindre aussi, de ne pas se plaindre. Comment ils vous ont accepté? Parce que ça devait leur faire un petit peu bizarre. Ça leur faisait bizarre, mais ils sont très gentils. Ils ont été sympas avec vous? Ils sont très gentils. Bon, parce qu'il y avait aussi... je pourrais être leur mère. Ouais. Et il y a aussi le fait que, disons que je connaissais mon sujet, donc c'était un échange aussi pour eux, peut-être donnant-donnant. Ils pouvaient me demander des conseils, ils pouvaient me demander des diagnostics. Ça parle en quelle langue entre vous? Il y en a qui étaient francophones, il y en a qui anglais beaucoup. Et comme je vous dis, l'hébreu, j'ai des notions quand même, donc j'arrivais à comprendre. Alors vous faisiez le tour, comme les internes. Voilà. Vous étiez à 7h du matin à l'hôpital? J'étais à 7h du matin à l'hôpital. En général, dans ce service, il y a presque tous les jours de 7 à 8 un cours, donc, où tout le monde assiste, fait souvent par un interne. D'ailleurs, un jour, il m'a dit que ce serait mon tour. Et là, il a pu recommencer. Ok. Et ensuite, la visite. Ouais. La visite de tous les patients avec le chef, en fait. Et ensuite les rapports de toutes les observations. Alors, comment vous faisiez pour écrire les rapports? Alors, moi, je ne faisais pas. J'avais pas de patients à moi. D'accord. Moi, je suivais la consultation, je suivais les internes, mais j'avais pas de patients attitrés. Ah non. Alors après, parce qu'en Israël, vous avez quand même, à raison d'ailleurs, obligation de parler l'hébreu aux patients pour être sûr qu'ils comprennent. Vous ne pouvez pas leur parler, vous pouvez aussi leur parler autre chose. Mais il faut être sûr qu'ils comprennent la langue. Il faut être sûr que ce que vous avez dit est compris. Vous ne pouvez pas faire une lettre dans une autre langue. Ça paraît un peu logique. Voilà. Alors, après ces 3 mois de stage en immersion, on va dire, c'était folklore pour vous, tout ça, découvrir l'hôpital? C'était folklore et en même temps, j'avoue que j'étais très contente. J'avais l'impression de retourner dans ma jeunesse parce que l'hôpital était loin derrière moi. En même temps, j'apprenais beaucoup de choses parce que c'est un service où ils sont très, très, très à la pointe sur toutes les nouveaux traitements, il y avait des patients qui étaient de maladies assez rares. Donc, si vous voulez, ils traînaient beaucoup, beaucoup de choses et j'apprenais énormément de choses. Et donc, non, c'est vrai que j'étais très, très contente. Puis de soigner des Israéliens, ça doit faire plaisir aussi. Alors, après ces 3 mois d'Ulpan, de stage, retour à l'Ulpan. Retour à l'Ulpan. Obligatoire. Retour à l'Ulpan obligatoire, où je fais mes 6 mois d'Ulpan. Parce que le chef de service vous a dit je te garde, mais tu dois parler l'hébreu. Tu dois parler l'hébreu. Voilà. Il a même donné, je crois, l'exemple de sa maman qui elle, avait fait son INA, qui ne parlait toujours pas l'hébreu. Ses parents, même. Ouais. Voilà. Il ne voulait pas que vous soyez comme ses parents. Non, il voulait que je parle l'hébreu. Mais bon, j'ai fait 6 mois d'Ulpan. Vous êtes courageuse aussi. À Gordon, pas très loin d'ici. À Gordon, où j'ai eu des professeurs magnifiques. Vraiment... Aussi, c'est aussi quelque chose, ces professeurs qui veulent enseigner en même temps que leur langue, leurs coutumes, la religion, tout aux nouveaux élèves. Je trouve ça extraordinaire, aux gens qui arrivent de n'importe où. Vous avez aimé ce j'ai adoré. J'ai adoré. Vous étiez dans un Ulpan avec des nationalités différentes. De toutes sortes. J'ai eu beaucoup de professeurs, parce que il y a eu des changements, et tous... vraiment des gens très, très humains, très sympathiques, on rigolait. Enfin, c'était vraiment... là aussi, c'était retourner à l'école, vous voyez. Oui, bien sûr. On le voit tous, on est tous passés par là. Alors là aussi, admiratif de la jeunesse qui bosse pour joindre les deux bouts. Voilà, la jeunesse donc de tout pays qui arrive ici, qui ont rompu avec leur famille, disons financièrement pour la plupart, et qui arrivent ici. Alors vous avez les Russes qui sont en premier rang, qui eux... sont acharnés. C'est acharné et c'est vital pour eux. C'est-à-dire que eux, alors vraiment, ils n'ont aucune famille qui peut les aider. Donc il faut qu'ils arrivent le plus vite possible à parler pour travailler.
vous avez toutes sortes d'autres gens et chacun avec son histoire, chacun avec son bagage et en même temps, toute cette jeunesse qui se mêle aux Israéliens, ils ont tous un petit copain, une petite copine, des amis, ils habitent dans des colocations mélangées. Donc ça parle très vite l'hébreu. Ça parle très vite l'hébreu, oui. Voilà, vous et nous, on est plutôt à la traîne. Moi et mon mari qui passe, parce qu'on était ensemble, mon mari a fait beaucoup d'hébreu, mais je ne sais pas pourquoi ça lui rend. Il est toujours avec moi à l'école. Et on faisait un peu la risée. Vous avez baissé les bras avec ça ou pas ? Vous avez baissé les bras avec l'apprentissage de la langue ou pas ? J'ai pas baissé les bras, mais j'arrive pas à retrouver un cours. Là, je retrouve un cours encore là. Mais non, j'arrive. Mais ceci dit, tout ce que j'ai appris, ça rentre, c'est resté. Mais bien sûr, ben voilà. Ça prend chaque fois que je reprends un nouveau cours, j'ai quand même les acquis des. Bon, mais maintenant, ce qui me manque le plus, c'est la conversation, si vous voulez. Tout ce qui est grammaire, je capte très vite, je ne sais pas pourquoi. C'est pas mal déjà. Voilà, mais tout ce qui est conversation, j'ai beaucoup de mal. Vocabulaire. Alors, après cette Ulpan de 6 mois, vous retournez en direction de l'hôpital parce qu'il vous avait promis de vous garder un job pour vous, de vous créer un poste, ou de vous garder un poste. Est-ce qu'il a tenu parole ? Oui. Alors, on peut vraiment dire que c'est une main tendue d'un ancien immigrant francophone. Je ne sais pas si lui Oui, mais lui, je ne sais pas quand il a immigré. À mon avis, il a immigré très, très tôt. C'est pas grave. En tout cas, il a compris votre besoin de travailler, vos problèmes de langue. Il vous a comprise, quoi. Voilà, c'est pas évident. Il m'a tout à fait comprise. Pourtant, c'est un homme assez strict. J'espère qu'il n'écoute pas. Mais non, il a compris. Il a compris en fait que j'avais envie de participer, c'est tout. Et je crois que quelque part, c'est ce que attendent les Israéliens des immigrants, c'est qu'ils jouent le jeu et qu'on ne se comporte pas comme si tout nous était dû. Alors vous avez travaillé à l'hôpital, donc. Voilà, j'ai travaillé à l'hôpital. Je continue à travailler à l'hôpital. C'est-à-dire, j'ai travaillé 1 an. Au bout d'1 an, j'ai demandé mon équivalence définitive, mon diplôme définitif d'israélien, que j'aurai maintenant pour toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai un numéro qui me permet de travailler. Ok. Et donc, je continue de travailler à l'hôpital aussi, à la maison, à l'hôpital. Et je suis très contente de voir des patients. Et je suis donc très contente. Vous n'avez pas repris un rythme effréné, mais vous travaillez quand même. Voilà, j'ai pas repris. Non, j'ai même. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'installer dans un cabinet. J'ai eu beaucoup de demandes par des médecins français qui voulaient que je m'installe dans leur cabinet. Je veux pas recommencer tout ça, les secrétaires, les trucs. Donc l'hôpital, ils vous ont prise comme ça. Ça veut dire qu'avec les problèmes de langue, mais il y a beaucoup d'entraide apparemment. Il y a beaucoup d'entraide. Je suis très aidée par tout le personnel, par les médecins avec qui je travaille. Ils sont très gentils avec moi. Les infirmières aussi ? Les infirmières adorables. Bon, après on s'aide. Je les aide, elles m'aident. Tout est codifié. Je suis très contente de voir aussi, d'être immergée complètement dans la société, parce que ça me permet de voir aussi la famille, la diversité de la société israélienne. La famille israélienne, avec leurs enfants, les problèmes, la différence de consultation entre une consultation en France et une consultation en Israël, c'est très très différent. Pourquoi ? Moi, je suis en esthétique. En esthétique, en France, quand vous venez, quand une femme vient, elle vient quand son mari est en vacances, enfin en voyage. En Israël, c'est le mari qui amène sa femme. Voilà. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, ils viennent ensemble. On a beaucoup de couples assez âgés qui ont l'air très unis, qui ont l'air... Après, la société, j'imagine qu'il y a comme partout, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir de voir des gens qui habitent des kibboutz qui viennent faire un botox, vous voyez, je trouve ça... Moi, ça m'émerveille à chaque fois. Ça vous émerveille, c'est vrai. Voilà, ou des hommes religieux qui se font des soins de beauté, vous voyez. Pour moi, à chaque fois, c'est un nouvel... C'est un autre monde. Oui. On est loin des stéréotypes qu'on pourrait avoir sur la société israélienne. Tout à fait. C'est ça qui vous plaît. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez aimé pendant ces 3 ans ? Alors, je sais que vous avez aimé plein de choses. Voilà. Alors, ce que j'ai aimé, d'abord, personnellement, ça m'a permis de beaucoup m'épanouir parce que
Quand j'étais dans un travail intensif, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Puis j'ai élevé mes enfants, enfin on est comme toutes les femmes, Ouais. J'étais pas... Ouais. En même temps, on a une vie beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis fixée, moi, c'est une question d'éthique un peu. Je n'achète pas vraiment les produits français. Je ne veux pas vivre comme en France. Vous avez acheté blanc-bleu ? Les produits blanc-bleu, les produits israéliens ? Je mange que israélien. J'achète je mange comme les Israéliens. Je mange très peu de viande. Je mange beaucoup de poulet, du poisson, du fromage blanc. Du fromage blanc. J'achète pas de camembert. Quand je vais à Paris, je mange un camembert. Mais ici, j'essaye de vivre un peu comme. Je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, les produits sont plus frais, de meilleure qualité. C'est votre façon de vivre à l'israélienne. Voilà, c'est ce que je trouve. Alors, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous faites partie d'une certaine catégorie de personnes qui ont fait leur alia après avoir fini leur carrière professionnelle et sans leur enfant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mes enfants en laissant les enfants en France. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mes enfants vivent en France, c'est-à-dire je les ai pas laissés, ils m'ont laissé plutôt. Ok. C'est au moment où ils m'ont laissé peut-être. Oui, peut-être. Donc j'ai 2 enfants adultes, chacun avec des enfants, donc. Mais c'est assez saisissant de voir que de plus en plus de gens font leur alia comme... Alors, je ne sais pas si c'était votre cas, mais pour certains, c'est un moyen de leur dire la maison, c'est en Israël. Oui, c'est ça. C'est la maison, c'est en Israël. Et aussi, c'est de se dire, une fois que vous avez fini votre carrière, entre guillemets, c'est vous dire où je vais vivre. Alors, il y avait avant beaucoup de gens qui allaient sur la Côte d'Azur, tout ça. Franchement, c'est des mouroirs. En Israël, vous avez une énergie. Je vous dis, j'ai retrouvé une jeunesse de vivre ici. Vous avez une énergie, vous avez vous avez de la motivation de faire des choses. Vous avez, moi, je vois tous mes amis qui ne font pas de bicyclette, qui ne font pas de sport, qui ne font pas... Et c'est vrai que... Pour les enfants, alors après, vous allez me dire, vous êtes beaucoup plus loin de vos enfants, mais vous verrez quand vous aurez des enfants adultes, on les voit pas beaucoup. Donc ça après, change pas grand-chose. Voilà, ça change pas grand-chose. Et au contraire, quand on les voit, il y a plus de qualité, il y a plus, on se désire plus. Bon, alors on va se quitter comme ça. En tout cas, merci d'avoir témoigné, de nous avoir raconté ce parcours d'Alia. Si jamais certains nous écoutent, en France, est-ce que on peut vous écrire peut-être je ne sais pas si vous avez une page Facebook ou oui, bien sûr. Vous avez une page Facebook? Oui, tout à fait. Alors je redonne votre nom, Solange Repelski. On vous tag, on vous écrit. Je suis sûre que vous donnerez de très bons conseils. Avec plaisir. Voilà, à bientôt. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.